Amis téléspectateurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre, comme chaque mois, dans votre émission Gros Plan. L'émission qui donne la parole aux acteurs de la société civile, aux organisations internationales, mais également à tout type d'organisation à but non lucratif. Dans ce numéro de Gros Plan, nous recevons une personne que nous ne présenterons plus, M. Alioune Tine. Vous êtes là aujourd'hui dans le cadre de ce numéro spécial appelé Sous nos gouvernances, une initiative du think tank citoyen de l'Afrique de l'Ouest Wati, en collaboration avec le Forum civil du Sénégal et avec le soutien d'Open Society. Ce projet de Wati, dénommé Sous nos gouvernances, a pour but de favoriser la promotion de la bonne gouvernance à travers l'accès à l'information, mais aussi à la promotion de la redevabilité et du contrôle citoyen. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup de votre invitation. Monsieur Alioune Tine, actuel directeur exécutif, président fondateur de Africadium Center. Pouvez-vous nous parler de votre organisation? Merci beaucoup. Je voudrais vous remercier d'abord de votre invitation. Profiter de cette occasion aussi pour féliciter très chaleureusement Alassane Samba Diop, donc un vieil ami à moi, et lui souhaiter plein succès dans ses nouvelles fonctions. Africadium Center est un think tank donc, qui travaille sur les questions de la démocratie, sur les questions de paix, de sécurité et de droits humains. Donc Africadium Center a produit pas mal de rapports sur les pathologies de la démocratie en Afrique de l'Ouest, la crise de la démocratie, la crise de la gouvernance et la crise de la sécurité, donc dans les 15 pays. Et puis nous avons fait récemment aussi un colloque sur les réponses à ces crises, ça veut dire sur repenser les transitions démocratiques dont les actes ont été présentés à 2 jours. Quelle conception avez-vous aujourd'hui de la gouvernance des ressources publiques au Sénégal ou de la gouvernance globalement au Sénégal? Écoutez, je pense que nous avons un talon d'Achille. C'est surtout la gouvernance économique et sociale. Quand vous regardez l'Afrique de l'Ouest, c'est un des pays où les inégalités sociales sont les plus profondes dans le monde. Donc ça doit nous interroger. Et c'est également un des pays où nous avons du mal à lutter de façon efficace, si vous voulez, pour éradiquer la corruption. La corruption, c'est comme un cancer. C'est un cancer qui gangrène les institutions, qui gangrène aussi la société. Et la corruption aussi fait partie, si vous voulez, des sources les plus profondes de ce qu'on voit en Afrique de l'Ouest, ça veut dire les coups d'État militaires. Parce qu'il y a une connexion entre, si vous voulez, l'insécurité politique, l'insécurité démocratique. Si vous avez des institutions qui sont faibles, surtout pour combattre la corruption, combattre l'injustice, donc il nous faut des juridictions très fortes, il nous faut des institutions de lutte contre la corruption, d'abord qui sont fortes, ça veut dire sur le plan juridique, sur le plan des moyens financiers, des moyens humains, c'est extrêmement important. Et puis également sur le fait qu'une fois que les rapports sont faits comme l'OFNAC, l'OFNAC a existé et le but de l'OFNAC, je me rappelle bien quand le président Macky Sall avait rassemblé ses propres partisans, il leur a dit de lutte contre la CREI, c'est pour les autres. La CREI, c'est pour les autres. L'OFNAC, c'est pour vous. Pour... Maintenant, si on fait le bilan, 12 ans après, quel est le résultat? Vous avez énormément de dossiers qui ont été entassés. Et j'ai entendu effectivement Madame Diakhaté, la présidente de l'OFNAC, interpeller l'actuel président de l'OFNAC. Ça, c'est une ironie de l'histoire. Pour lui dire, mais monsieur le procureur, je vous ai donné des dossiers, examinez-les. Maintenant, le nouveau président de l'OFNAC, lui-même aujourd'hui, j'ai dit, bon, on va mettre en place une académie de la corruption. C'est pas ce qu'on lui demande. Maintenant, on en est à créer un pôle financier.
on espère effectivement qu'il va y avoir une connexion qui permette effectivement à l'OFNAC de collaborer mieux avec le pôle financier et que dès que les dossiers sont donnés au pôle financier, et effectivement que les poursuites judiciaires se fassent. Qu'il y ait une suite, tout simplement. Qu'il y ait une suite judiciaire. La question de fond, c'est l'impunité des crimes économiques. L'impunité des crimes économiques, c'est un cancer qui n'est pas bon pour la société, qui n'est pas bon pour l'État, qui n'est pas bon pour les institutions. Et aujourd'hui, parmi les vulnérabilités que nous avons dans notre sous-région, parce que si vous affaiblissez l'État avec la corruption, mais écoutez, c'est le pain béni de toutes les organisations, si vous voulez, criminelles internationales. Viennent s'installer. Vous permettez la crise des êtres humains, comme on dit, la traite des êtres humains. Vous permettez en réalité tout ce qui pourrait effectivement creuser les fondements de la société et des institutions publiques. L'expérience que vous avez de la sous-région, les pays qui ont connu par exemple des coups d'État, jusqu'à tout récemment, on a le cas du Gabon, du Burkina, etc., le Niger. Est-ce qu'il y a une connexion forte, ou en tout cas que vous identifiez dans les facteurs qui ont, en dehors de tout ce qu'on dira sur le terrorisme, le djihadisme, etc., un lien entre cette gouvernance-là des ressources de ces États et des causes qui ont amené les juntes militaires à se soulever? Écoutez, moi je travaille au Mali. Il y a un dossier déjà sur la question des armes. Sur l'achat des armes, il y a un grand scandale au Mali qu'on est en train de traiter jusqu'à maintenant. Sur la question, c'est ça la question de la gouvernance de la sécurité, y compris par l'armée, nous avons des problèmes. Il y a eu un audit qui a été fait également sur la gouvernance au Niger. Et effectivement, il y a eu des milliards et des milliards. Il est évident qu'il y a une connexion entre, si vous voulez, la faiblesse, si vous voulez, de la réponse sécuritaire, surtout de nos armées, avec la gestion, la bonne gestion. Donc au Niger, il y en a eu. Au Nigeria, n'en parlons pas. Le Nigeria, c'est un pays énorme. C'est le pays qui a les armes, qui a, si vous voulez, aussi les hommes qu'il y a là, mais il n'arrive pas à défaire Boko Haram. Pourquoi? Mais là aussi parce que, effectivement, la question de la corruption existe au sein des armées. Et ça, c'est vraiment le comble. Vous savez, quand vous achetez des armes, ou quand même les militaires n'ont même pas d'armes parfois. Donc tout cela, ce sont des questions qui sont des questions de fond, ne serait-ce que pour les questions de sécurité nationale. Parce que toutes ces questions sont à examiner. Et puis bon, l'autre volant, puisque vous parlez du Gabon, c'est très simple. Le général Olingi, vous prenez les hauts fonctionnaires de la présidence de la République, vous allez chez eux, c'est des valises, c'est des coffres et c'est des milliards et des milliards. Vous allez auprès des gens qui sont des responsables d'institutions comme le Sénat, vous ouvrez, des fois c'est l'équivalent du budget de l'État. C'est que c'est la kleptocratie. C'est la kleptocratie. Le Gabon, c'est un pays extrêmement riche, très peu peuplé. Il y a tout au Gabon. Mais quand même, quand vous allez au Gabon, des fois vous regardez les routes, vous vous demandez, mais où va l'argent du Gabon? Et il me semble que c'est le grand problème que nous avons avec nos démocraties, c'est la capture des institutions. Une fois que vous êtes élu, pratiquement vous appropriez les institutions, vous en faites une chose pour la famille, vous en faites une chose pour le clan familial ou le clan politique, ou même le clan, si vous voulez, ethnique. Et à partir de ce moment-là, bon voilà, les autres, ils ne participent pas. Donc, les dérives vont rentrer. Les dérives. Et c'est là où vous avez les inégalités, et vous avez tous les problèmes que nous avons. Donc, capture politique, captation des ressources, captation des institutions. Tout cela, ça fait partie effectivement des crises politiques, des crises démocratiques que nous vivons en place et dont nous voyons les conséquences tous les jours. Et aujourd'hui, au moment même où le monde est en train de changer à une vitesse grand V, vous savez, ça amène une instabilité terrible dans la sous-région, du fait même de la compétition des grandes puissances pour nos ressources.
avec, bien sûr, avec cette guerre, comme on dit, contre l'Ukraine, qui exacerbe en plus tous ces problèmes qui demandent pratiquement, qui intiment pratiquement aux petits États africains de choisir leur camp. Et vous voyez la situation, c'est... Ça perdure et ça je ne dis même pas ça perturbe, mais ça crée une vulnérabilité énorme de nos institutions de régulation régionale, que ce soit l'Union africaine, que ce soit la CEDEAO, et que ce soit aujourd'hui les Nations Unies. Qui sont beaucoup critiquées, les institutions africaines, de leur inactivité ou de leur incapacité à régler les problèmes de l'Afrique. Mais écoutez, ces institutions sont à l'image des pays africains et des États, et de la gouvernance des États. Et il faut que ça change. Qu'est-ce qu'il faut pour que ça change? Pour que ça change, il faut effectivement qu'on se réunisse d'abord, qu'on réfléchisse, qu'on évalue qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, et qu'on écoute. Les États écoutent beaucoup plus. D'ailleurs, les institutions internationales qui sont là, d'ailleurs, pour les intérêts, si vous voulez, il ne faut pas l'oublier, hein, qui sont pour les intérêts des grands de ce monde. Hein. Les États n'ont pas d'amis, ils ont des intérêts. Exactement. Et écoutent moins les populations et les institutions qui sont en place. Et quel est le rôle de la société civile africaine, mais aussi sénégalaise, puisqu'on est au Sénégal, dans cette quête de transparence, de redevabilité, de reddition des comptes, de contrôle citoyen? Quel est le rôle qu'elle joue actuellement, mais aussi qu'elle doit jouer ou qu'elle peut jouer davantage? C'est un rôle d'alerte. C'est extrêmement important. Je pense que c'est un travail énorme. Et il faut rendre hommage ici au Forum civil, hein, depuis qu'ils sont là. Le Forum civil a joué un rôle pour, si vous voulez, la création de l'OFNAC. Vous ne voulez pas ça comme ça, mais voilà. L'ordre d'alerte. Rôle de recherche. Avec Transparency International, ils font beaucoup de recherches. Et il est évident le rôle de dénonciation. Et effectivement, il faut saluer aussi le courage de Birahim Seck. Hein. Ce n'est pas quelqu'un qui a ses convictions dans la poche. Donc, il ose s'exprimer chaque fois qu'il faut s'exprimer. Et ça, c'est une excellente chose. Et le rôle de l'État, c'est ça qu'il faut voir par rapport à la société civile, c'est d'avoir une écoute. C'est d'avoir une écoute. Le rôle de l'État, c'est d'échanger avec la société civile. Le rôle de l'État, c'est d'avoir, de prendre au sérieux sa propre société civile. Les États africains, leur grand problème, c'est en réalité toute forme de dissidence est étouffée. Et il est évident qu'il y a de la vérité dans la dissidence. Je ne dis pas que tout est vrai, mais il y a de la vérité dans la dissidence. Et c'est dans le cadre de l'interaction que nous avons. C'est ça. Vous savez que le dissensus, ça fait partie de la démocratie. La démocratie, ce n'est pas parfait. Mais il faut qu'on s'entende sur nos propres, comme on dit, divergences. Et qu'on en discute, qu'on approfondisse. Et qu'on ait des compromis qui soient des compromis dynamiques qui préservent la paix sociale. Je pense que c'est cette incapacité qui fait qu'on a l'impression de nous battre tout le temps. C'est le manque de palabres, c'est le manque de discussion, c'est le manque de fait de s'écouter. Vous savez, les assises nationales, ça a été un processus formidable, unique, je dirais même exceptionnel. Et effectivement, la commission qui a été mise en place par le président de la République a présenté également un travail exceptionnel. Si on avait suivi ces propositions, je pense qu'on aurait avancé un tout petit peu. C'était une occasion extraordinaire après les événements du 23 juin, parce que ce sont les hommes des assises nationales et également les politiques qui avaient pratiquement pris le pouvoir en 2012. Mais le résultat qui en est sorti, tout de même, est assez déplorable. Mais il faut qu'on s'écoute dans la société, qu'on se respecte dans la société, chacun effectivement aussi dans ce qu'on peut appeler aussi son rayon d'action, ses focus. Et il me semble aussi, il faut qu'on discute. J'en viens à cette question des droits humains. On a dans l'actualité noté de plus en plus d'arrestations
certains jugent que ce sont des arrestations politiques, des détenus politiques au nombre de plus de 1000 à ce jour apparemment depuis un an apparemment qui ont été emprisonnés. On a parlé de la nécessité de dialoguer, de discuter. Vous avez parlé du rôle de la société civile en tant que lanceur d'alerte. Mais est-ce qu'il est aujourd'hui aisé au Sénégal de lancer une alerte quand les gens sont inquiets de ce qui va s'en suivre? Parce que ce sont plus les lanceurs d'alerte qui sont emprisonnés que ceux qui sont en principe auteurs de méfaits, de délits et de crimes financiers. C'est-à-dire que nous n'avons pas le choix dans le contexte actuel. Mais celui qui doit prendre les initiatives, c'est le président de la République. Parce qu'ici, les prérogatives du président dans notre présidentialisme exacerbé sont énormes. C'est un pouvoir personnel énorme. Il peut à la fois faire la paix, mais s'il a envie de faire la guerre, également il fait la guerre, personne n'y peut rien. Mais il a intérêt, parce que quand même nous avons entendu un grand discours aux Nations Unies, du président de la République, pour préserver la paix, pour la prospérité mondiale, pour l'eau. Mais c'était un bon discours. Mais ce discours-là, nous en avons besoin, nous, ici, sur le plan national. Les initiatives pour avoir la paix, pour avoir la concorde nationale, nous en avons besoin pour la paix sociale. Et il est capable de le faire. Il a des capacités pour le faire. Mais il faut quand même une capacité de sublimation pour le faire. Ça veut dire de transcender effectivement les passions pour dire, écoutez, je vais être un président régulateur. C'est extrêmement important que le successeur du président Macky Sall, qu'il soit de l'opposition ou du pouvoir, trouve effectivement une société sénégalaise réconciliée au moins sur l'essentiel. Et pour ça, en matière de droits humains, il faut le dire, quitte à garder les gens qui ont les mains dans le sang, mais il faut libérer les détenus, il faut libérer Sonko, il faut discuter avec Sonko, il faut dialoguer avec Sonko, qu'on le veuille ou non, c'est, si vous voulez, une réalité politique qui est là. Sonko est populaire. Et je pense de tous les leaders de l'opposition, c'est un des plus populaires. Personne ne peut le cacher. Donc, il me semble que c'est une solution politique dont on a beaucoup plus besoin que vraiment une solution, si vous voulez, judiciaire. Et là aussi, ça montre les faiblesses de nos institutions judiciaires. Ça veut dire qu'en tant qu'institution de régulation de la paix, parce qu'en réalité, les juges, quand ils prennent des décisions, mais ils doivent voir quelles sont les conséquences des décisions que je veux prendre sur la paix, sur la stabilité politique. Tout ça, c'est extrêmement important. Si les autres ont fait des progrès, c'est à cause de cela. En matière de droits humains, j'y viens parce que c'est extrêmement important, parce que nous sommes dans un processus électoral. Mais nous ne pouvons pas comprendre aujourd'hui, pendant la campagne électorale. La campagne électorale, ça veut dire que c'est un moment d'explosion de toutes les libertés fondamentales. Liberté d'expression, liberté de circulation, liberté d'organisation. Tout ça, ça doit exploser. On doit entendre tous les programmes. Et en ce moment, vous, si vous voulez, vous mettez pratiquement, si vous voulez, sous l'éteignoir, les partis d'opposition qui ne peuvent pas faire de conférences de presse, qui ne peuvent pas marcher. Et même les candidats ne peuvent même pas circuler, ni se réunir dans leurs locaux. Mais ce n'est pas possible. Ça veut dire qu'en réalité, le désordre, il commence par la transgression de la Constitution, la transgression des lois. Et ça, ce n'est pas le rôle du préfet. Le préfet ne doit pas demander aux forces de sécurité d'exécuter des ordres qui sont complètement illégaux. Gakou qui fait sa réunion tranquillement, on envoie un policier qui lui demande d'arrêter la réunion, mais au nom de quoi? Parce qu'en fait, vous pouvez créer les conditions d'une révolte, qui est une révolte légitime du reste. Voilà. Comment il s'appelle, Bougane Gueye, qui part, on l'arrête, on lui dit, bon voilà, je pense qu'il faut arrêter ça. Et que ce soit les administrateurs civils, que ce soit les forces de défense et de sécurité et les juges, ils doivent aider ce pays
vraiment à avoir la paix civile, à avoir la concorde nationale en respectant tout simplement la Constitution. En réalité, le fait d'avoir des agents de l'État qui soient partiaux, qui ne respectent pas la justice sociale, qui ne respectent pas l'égalité des citoyens, mais il est évident que vous créez de la vulnérabilité. Donc, je pense encore, c'est un appel que nous envoyons aujourd'hui, aussi bien au pouvoir qu'à l'opposition. Vraiment, les Sénégalais s'attendent à une campagne paisible, pacifique, où effectivement on a des programmes, on a une vision, on a des projets, des débats d'idées, et que les gens choisissent sur la base effectivement des offres qui ont été faites. Mais pour cela, il faut qu'il y ait une véritable liberté de circulation, une véritable liberté d'expression, et il faut effectivement qu'une certaine sérénité. C'est extrêmement important. Et cela, vraiment, ça nous manque et ça stresse et ça inquiète. Et c'est au président de la République aussi, à un moment donné, surtout à quelques 5 mois, de redevenir un président régulateur. Parce que le Sénégal a beaucoup plus besoin de régulation qu'autre chose. Parce que c'est ça qui va fonder à la fin la légitimité de celui qui va être élu. Si vous créez des conditions telles que celui qui va être élu va être contesté, il y aura des doutes, vous allez mettre des gens qui ne se sentent pas bien représentés. Parce que la mal-représentation, ça aussi, ça fait partie des pathologies. Le déficit de représentation, ça fait partie des pathologies. En 2019, on n'a eu aucune candidate femme. Ça aussi, c'est un déficit. Il faut que cette année, effectivement, que les femmes puissent compétir. Il y avait des candidatures, mais elles ont été filtrées par le parrainage. Le parrainage. Si le parrainage est contre le genre, mais il faudrait effectivement faire en sorte que le parrainage puisse permettre l'égalité de genre. Et ça, c'est extrêmement important. Toutes ces questions, ce sont des questions sur lesquelles vraiment on doit discuter pour avoir un Sénégal vraiment qui se calme, pour avoir effectivement un Sénégal aussi où la démocratie avance. Vous savez, quand nous avons des problèmes de démocratie, parce que la démocratie, c'est les problèmes. La démocratie, elle n'est pas achevée. La démocratie, c'est le désenchantement. Mais en réalité, les États sont différents parce qu'il y a certains qui ont la capacité vraiment de tomber malade et de guérir des maladies de la démocratie. Il faut que le Sénégal soit capable aussi de guérir des maladies de la démocratie. C'est ça qui fera de nous vraiment une démocratie qui avance et une démocratie également de référence. Parce qu'en réalité, c'est cette capacité qui a toujours fait du Sénégal vraiment un pays de référence. Et vraiment, nous ne devons pas perdre ça avec Macky Sall. Vraiment, il ne faut pas, comme disent les Sénégalais, que pour se birer Macky Sall. Pour finir, la société civile, vous la connaissez très bien parce que vous êtes un de ses piliers actuellement au Sénégal. Qu'est-ce qu'on peut attendre? Quelles sont les perspectives de la société civile, Forum Civil, Rado, Amnesty que vous avez quitté bien entendu, Afrikajom Center? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se prépare pour préparer l'élection présidentielle, mais aussi pour l'accompagner, pour qu'on puisse aussi, comme vous le disiez tout à l'heure, avoir une période électorale dans le calme, dans la sérénité et la paix? Vous savez, nous avons aujourd'hui une société très polarisée. Et également, la société civile sénégalaise n'échappe pas à cette forme de polarisation. Mais c'est à la société civile aussi d'avoir une capacité de résilience, de dépassement. Puisque les élections approchent, bon, nous allons proposer qu'on se rencontre, qu'on discute, bien sûr, de nos propres vulnérabilités à nous, parce que nous en avons aussi, de toutes sortes. Et c'est ça aussi qui nous permettra d'affronter cette épreuve. Et il est évident que la société civile doit prendre pleinement conscience que c'est une épreuve qui n'est pas facile. Et c'est une épreuve qui, même si effectivement nous met un tout petit peu en mal, que nous ayons la capacité de nous réunir, de nous asseoir, de discuter. On est là, c'est vrai, on discute, de temps en temps, on ne s'entend pas, mais ça aussi, ce n'est pas un problème qu'on ne s'entende pas.
Le problème, c'est que nous n'ayons pas les capacités de nous asseoir, de discuter de nos propres divergences. Les divergences dans la société civile, dans la société politique ou ailleurs, c'est tout à fait normal. Maintenant, il faut voir comment les réguler, comment les gérer, et comment être ensemble quand il faut être ensemble, et effectivement traverser cette épreuve et en sortir indemne. Merci beaucoup, M. Alioune Tine. C'est moi-même, merci. Amis téléspectateurs, nous étions avec M. Alioune Tine, président fondateur de Afrikadium Center, un think tank, comme il l'a dit, qui travaille énormément sur les questions de démocratie, de droits humains, mais également de gouvernance. Merci beaucoup. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain avec un autre invité dans un nouveau gros plan.